Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite le bienvenu tous et toutes dans ce nouveau tutoriel qui est consacré au cours de bioinformatique, donc qui sont destinés aux étudiants de première année master toxicologie et biochimie. Donc l'objectif de notre cours aujourd'hui, c'est la recherche des motifs au sein des acides nucléiques. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais search for patterns nucleic acids. So, the crucial question here is pattern search and recognition on DNA. Why? Donc, la question la plus importante, il s'agit de pourquoi on cherche de reconnaître des motifs au sein des acides nucléiques, au sein de l'ADN, plus exactement. Donc, les raisons sont multiples. Commençons par cette raison-là qui est for locate a gene within an unknown DNA fragment. Donc, il s'agit de déterminer l'emplacement d'un gène à l'intérieur d'un fragment inconnu d'ADN. Finding specific DNA patterns helps locate a gene. Regulatory elements, for example, promoters, enhancers, and now coding RNAs. Donc, il s'agit là, donc pour déterminer le gène à l'intérieur d'un fragment inconnu d'ADN. Donc, il faut tout d'abord essayer de rechercher ou de trouver des motifs qui vont nous aider à repérer des régions régulateurs. Par exemple, des régions promoteurs ou des régions amplificateurs. Se trouvent normalement au début de chaque gène qui code pour des protéines. Donc les gènes qui codent pour des protéines ont des caractéristiques communes, c'est qu'ils ont tous en amont, donc au début, une région qui s'appelle région donc promotrice. Il y a également avec cette région promotrice, il y a des régions des régions plutôt, comment dirais-je, d'amplification. Donc, ils sont repérés toujours devant, comment dirais-je, devant les gens qui codent pour des protéines. Donc, si on retrouve dans un fragment inconnu d'ADN ces deux patterns, chacun exprime pour des promoteurs ou pour des amplificateurs. Donc, maintenant, on peut dire que par la suite, il va y avoir donc un gène dans notre fragment d'ADN. Ensuite, l'autre raison auquel, donc ça c'est exclu, donc ça n'a rien à voir ici, c'est par confusion que j'ai mis. Donc par la suite, l'autre raison c'est pour déterminer donc une région codante, ou ce qu'on appelle CDS, pour CDS, donc pour coding DNA sequence. Coding DNA sequence. Donc les régions codantes, ou ce qu'on appelle coding DNA sequence, ça représente donc
en fait, la partie, donc seulement la partie qui code pour la protéine, donc la partie qui va être par la suite transcrit pour obtenir l'ARNM qui donne ensuite par traduction notre protéine. Donc, en fait, les CDS, or coding region, donc la région codante, ils peuvent être identifiés ou ils peuvent être identifiés par plusieurs motifs de signal. Et parmi, donc, on peut identifier, par exemple, les codons star, donc le codon de démarrage, et le codon stop. Donc, ces deux codons délimitent de part et d'autre la région CDS, CDS. Donc, par là, on retrouve le codon stop, et en amont, on retrouve le codon start, le codon de démarrage. Donc, vous le savez, normalement, les codons start ou de démarrage, ils sont normalement ou typiquement A et G pour le code standard des eucaryotes. Donc, là où il y a A et G, c'est le codon qui code pour de la méthionine, à laquelle on commence toujours à assembler la grande et la petite sous-unité ribosomale. Donc, c'est le lieu de démarrage de, normalement, la traduction par la suite au niveau de l'ARN1. Et cette traduction donc se continue jusqu'à retrouver l'un des codons top qui sont normalement TAA ou TAG ou alors TGA dans le code génétique standard des eucaryotes. Et parmi l'homme, bien entendu, 20. Donc, ceci, donc c'est le premier signal ou le premier motif, les deux premiers motifs dont on peut utiliser afin de délimiter la région codante, ou ce qu'on a appelé CDS. Encore? Voilà, donc detecting operating frames, ou ce qu'on appelle ORF. On appelle ORF. Donc, operating frame, c'est-à-dire en français, donc, c'est ce qu'on appelle le cadre de lecture ouvert. Cadre de lecture donc ouvert. Et ça, ce qu'on verra plus tard. Ça, ce qu'on verra plus tard. Donc, et, donc la dernière partie de ce cours va être destinée pour parler de ces ORF. Donc, les ORF sont, ou la recherche des ORF est très utile afin de déterminer ou délimiter la région codante CDS. Donc ensuite, recognizing regulatory sequences, tels que lipase promoters, ribosome binding sites, and other upstream regulatory motifs are key indicators for potential CDS regions. C'est-à-dire que
à travers c'est tout comme nous avons parlé ici lors de localisation des gènes à l'intérieur du fragment inconnu d'ADN. Donc, de même ici, pour déterminer ou pour délimiter des régions codantes ou CDS, donc on peut utiliser des motifs représentant des régions régulateurs, telles que des régions promoteurs. Maintenant, on a déjà donc on sait déjà les différents motifs qui codent pour les promoteurs, on sait déjà leur structure. Et donc, il y a dans la bioinformatique, il y a des bases de données qui sont spécifiques des promoteurs, toutes les promoteurs possibles qui sont dans la structure et découverte jusqu'à l'heure actuelle. Donc, à l'intérieur, il y a des promoteurs ou des structures de promoteurs qui sont stockés dans l'archive de ces bases de données. Et par exemple, si on veut donc voir si un fragment d'ADN inconnu contenant par exemple une région CDS ou un gène, on peut aller sur ces bases de données qui sont spécifiques pour la recherche des promoteurs, aller déposer notre fragment d'ADN. Par la suite, on lance plutôt un scan ou une recherche de toutes les structures de promoteurs possibles à l'intérieur de notre fragment d'ADN. Et s'il y a bien entendu un CDS, voire un gène à l'intérieur de ce fragment d'ADN, donc on va avoir bien entendu une correspondance entre un ou plusieurs promoteurs avec notre fragment d'ADN. Il y a aussi ce qu'on appelle ribosome binding sites. Et c'est plus exactement la région à laquelle s'accroche la petite sous-unité ribosomale pour scanner euh, donc en aval notre fragment d'ADN, on veut de retrouver le codon START ou ce qu'on appelle le codon de démarrage. Donc, on a bien entendu deux sous-unités ribosomales plutôt. Donc, la petite sous-unité peut reconnaître un motif qui vient dans la région 5' et tiers. C'est ce qu'on appelle la région non traduite 5'. Donc, là, il y a le motif pour l'accrochage de petites sous-unités. Donc, si on retrouve ce motif, c'est-à-dire c'est l'emplacement à laquelle s'accroche la petite sous-unité ribosomale afin d'enfouir sur le codon ou le motif de codon de démarrage. Une fois le motif de codon de démarrage trouvé, donc là, il va y avoir un recrutement de grandes sous-unités ribosomales afin de traduire le premier codon en méthionine et par la suite s'aligne et se continue donc la traduction au fur et à mesure. Donc, ces sites ou ce motif d'accrochage des ribosomes ou des petites sous-unités ribosomales est très important afin de déterminer ou de délimiter donc les débuts des régions CDS. Encore d'autres motifs qui s'ajoutent ainsi, comme par exemple la queue poly A, qui normalement, sa correspondance à l'intérieur du gène, ça va être plusieurs T
sous forme pour former donc un polyté, donc une présence successive de thymine qui se répète plusieurs fois au niveau des gènes. Donc caractérisant ainsi la région 3' et tiers, donc c'est la région terminale non traduite de notre gène. Encore d'autres raisons qui s'ajoutent, tout en parlant de pourquoi on fait la recherche de motifs à l'intérieur d'un ADN. Donc, c'est pour, par exemple, c'est pour donc c'est pour repérer des mutations et des variations au niveau d'un fragment d'ADN ou au niveau du génome tout entier. Donc, Searching for Mutations or SNPS. Donc, SNPS, qui veut dire Single Nucleotide Polymorphism. C'est ce qu'on appelle autrement en français polymorphisme par nucléotide unique. Polymorphisme à nucléotide unique. Donc, c'est une sorte de mutation qui n'est pas tout à fait nuisible. Donc, c'est une, si vous voulez dire, une sorte de mutation qui vient par adaptation à l'environnement, par exemple, et qui s'est fait normalement par évolution au fur et à mesure de changements, par exemple, climatiques ou quelque chose comme ça, qui mène à introduire une mutation par insertion ou délétion dans un emplacement bien déterminé à l'intérieur du gène, par exemple, par insertion ou délétion d'une nucléotide. C'est ce qu'on appelle SNP, ou single pour unique, nucléotide pour nucléotide, polymorphisme. Donc, c'est un polymorphisme, c'est un changement d'une seule nucléotide, donc d'une seule base à l'intérieur d'un exon ou à l'intérieur d'un gène. Donc, ce changement, il constitue normalement une mutation, mais dans la plupart du cas, cette mutation n'est pas nuisible. Donc, elle ne va pas conduire à une pathogénicité. Donc, au contraire, donc, cette mutation, ça va être utile pour l'organisme afin de s'adapter avec les nouvelles exigences environnementales, par exemple. Donc, c'est au contraire des mutations nuisibles qui mènent, dans la plupart des cas, à l'apparition d'une ou des pathogénicités. Mutation et single nucleotide polymorphisme. Donc, elles sont égales au niveau qu'il va y avoir un changement au niveau de l'ADN, plus exactement au niveau des gènes ou des exons qui codent pour des protéines, mais elles sont différentes pour ce qui concerne donc leurs conséquences, si vous voulez dire. Donc, pour imitation, il va y avoir une production ou une génération d'une maladie. Pour single nucleotide polymorphisme, ou ce qu'on a appelé polymorphisme à nucléotide unique, donc il va y avoir le contraire dans la plupart du cas. Il va y avoir donc une adaptation, donc un aide à l'adaptation avec du nouveau climat
ou bien de nouveaux environnements à laquelle donc le corps ou l'organisme doit s'adapter avec. Donc, dans les deux cas, la recherche des motifs à l'intérieur du gène ou d'un fragment d'ADN, il peut aider à repérer des mutations ou des polymorphismes nucléotides, polymorphismes plutôt par nucléotides uniques. Donc, il peut, ceci, donc la recherche de mutation ou de SMP, single nucleotide polymorphisme, donc elle est vraiment très vitale, donc vital in understanding genetic disorders. Donc, euh, pour donc, comprendre les désordres génétiques et pour également étudier la progression des cancers et de plusieurs donc, pathologies génétiques. Et également, il peut aider à l'étude de la pathologie, plutôt de la génétique de la population, car donc, la population est constituée par plusieurs individus et donc il va y avoir une différence interindividuelle entre ces individus. Donc, il va y avoir une différence interindividuelle entre ces différents individus. Donc, ces différences qui vont, dans la plupart du cas, donc être accompagnées par une mutation. Donc, par ce qu'on appelle SNP. Donc, c'est la différence interindividuelle, dans la plupart du cas, il va être sous forme de mutation par SNP. Donc, c'est une forme de mutation qui n'est pas nuisible, qui n'est pas du tout nuisible. Là, donc, on peut ainsi, donc si on parle de la génétique de la population, donc on peut voir les différentes ainsi formes des gènes, formes possibles des gènes qui codent pour une protéine, donc forme des gènes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et ainsi de suite. Donc ainsi on peut étudier la structure ou les différentes structures possibles d'un gène qui code pour une protéine. Et ainsi par la suite on peut toutefois donc déduire les différentes isoformes des protéines qui sont issues de la variabilité des gènes qui codent pour cette protéine. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi comparative genomics, c'est ce qu'on appelle aussi en français. Donc, la génomique comparative, identifying conserved sequences across species reveals evolutionary relationship and crucial functional regions. Donc, cette génomique comparative, donc, il essaye d'une sorte comment dirais-je, d'étudier donc les régions conservatives à l'intérieur de l'ADN ou même à l'intérieur des donc à l'intérieur de génomes. Ben, ces régions conservatives, bien entendu, sont spéciales à la fonction, aux diverses fonctions du gène ou de l'ADN. Donc, comment dirais-je, ces régions conservatives sont notamment logées ou localisées à l'intérieur des gènes ou des régions CDS.
Donc, ils sont très importantes pour le bon fonctionnement de notre ADN. Donc, si, par exemple, un chevauchement ou une variabilité qui touche, ou une mutation qui touche à l'intérieur de ces régions conservatives, donc il va directement mener à un malfonctionnement par la suite de la protéine traduite à partir de ces gènes qui ont été plutôt touchés par ces mutations. Donc, également, nous avons une autre raison pratique. Donc, ce sont les applications en médecine. Applications in medicine. Donc, disease diagnostics identifying pathogenic DNA patterns such as mutations or repeats. Donc, on utilise le plus souvent la recherche des motifs ou ce qu'on a appelé patterns à l'intérieur de l'ADN pour donc ces applications bénéfiques dans la médecine. Donc, qui est parmi la recherche des patterns des pathogénicités, patterns des maladies. Donc, et normalement, on peut les retrouver à l'intérieur des bases de données spécifiques. Donc, ces bases de données sont spécifiques par leur archive qui contient des motifs qui codent donc pour des mutations pathogènes. Et donc, si par exemple, on veut comment dirais-je, enquêter sur la présence ou l'absence de ces mutations pathogènes ou de ces motifs donc menant à une pathogénicité, on peut donc essayer d'aller sur ces bases des données et aller donc faire l'alignement de notre fragment d'ADN de notre malade avec donc toute ou l'ensemble de l'archive de toutes les motifs donc représentant chacun donc ces mutations ou ces maladies. Il y a également ce qu'on appelle repeats. Donc les repeats, ce sont normalement des répétitions qu'on trouve à l'intérieur de l'ADN, un taux ou un seuil bien donc bien délimité. Donc les répétitions, donc s'ils dépassent leur seuil donc délimité, ils peuvent causer des maladies génétiques. Les répétitions, par exemple, on va retrouver par exemple des motifs tels que TA, TT, par exemple, qui se répètent plusieurs fois au niveau, par exemple, d'un fragment d'ADN. Donc, ces motifs qui se répètent plusieurs fois avec un taux bien au-delà de la normale, donc il va conduire certainement à une maladie génétique. Donc, c'est la raison à laquelle on peut donc essayer de rechercher des motifs dont la répétition
excessive peut conduire à ce type de maladie. C'est ce qu'on a appelé repeats. Donc, l'imitation, c'est une chose donc, dont on a déjà expliqué et vous le connaissez davantage auparavant. Et le repeats, donc, nous l'avons donc déjà, nous l'avons maintenant expliqué à travers cet exemple. Donc, il y a encore pas mal d'autres raisons qui s'ajoutent et qui nous incitent ainsi de faire la recherche des motifs à l'intérieur des génomes ou à l'intérieur des fragments des gènes ou à l'intérieur des fragments d'ADN plutôt. Ensuite, what is found within the genome? Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un génome? Donc, tout d'abord, on peut retrouver les gènes, les genes, encoding for proteins. Donc, ce sont des fragments d'ADN qui codent pour des protéines. And the genes represent around 1.5%. Donc, ce sont des régions minimes à l'intérieur de notre génome qui codent pour environ 1,5% de la totalité de notre génome, si on parle de l'être humain, bien entendu. Donc, ensuite, the rest of genome, about 98 to 99%, donc, is considered non-coding and includes, on va voir qu'est-ce qu'il va inclure. Donc, les restes des génomes qui représentent entre 98 à 99%, donc ils codent pour de l'ADN non codant. Il contient des fragments d'ADN, donc dits fragments intergéniques qui existent, qui est compris entre les gènes et qui s'appelle donc ainsi, qu'ils ne codent pas pour des protéines et qui s'appellent ainsi des régions non codantes. Donc ces régions non codantes contiennent donc des régulateurs, des éléments régulateurs, regulatory elements, par exemple promoters, enhancers and silencers. Donc, il contient des régions régulateurs qui viennent en amont du gène et qui régulent par la suite le processus de transcription qu'on appelle promoteur et, comment dirais-je, amplificateur. Il y a également ce qu'on appelle les silenceurs. Donc, ce sont également des régions qui régulent, qui ont une certaine fonction de régulation. Donc ensuite, introns. Donc les introns, ce sont donc des régions non codantes et qui existent à l'intérieur du gène, et qui sont délimitées de part et d'autre par des exons. Donc les exons, normalement, que le gène des eucaryotes, il est constitué par des régions codantes et des régions non codantes. Donc, les régions non codantes et qui existent à l'intérieur du gène, donc, s'appellent introns, alors que les régions codantes qui codent et qui vont être, bien entendu, transcrits en ARN mature, donc, ils s'appellent les exons, et ce sont eux qui sont responsables par la suite de donner le futur protéine. Donc, les introns, normalement, s'ajoutent à l'ensemble des régions non codantes du génome. Ensuite, repetitive DNA sequences. Par exemple,
satellite DNA or transposons. Donc, ce sont des régions également, des régions marqueurs qui se trouvent à l'intérieur de la partie non codante de notre génome. Ensuite, non-coding RNAs. For example, RNA, tRNA, RNA, microRNA, and etc. Donc, ce sont des fragments de l'ADN qui ne codent pas pour des protéines, mais qui codent normalement pour des ARN régulateurs, ce que voulez dire, tels que l'ARN-T, l'ARN des transports qui ont une on dirait un rôle essentiel lors des transports des acides aminés lors du processus de traduction. Et l'ARN-R qui code donc pour des ARN qui vont être former l'ensemble des grandes et petites sous-unités ribosomales, telles que l'ARN l'ARN-R CSS qu'on utilise le plus souvent dans les analyses métagénomiques des bactéries et des champignons. Ensuite, other functional and non-functional non-coding sequences. Il y a d'autres régions ou d'autres fragments et d'autres régions non codantes dans l'ADN génomique, dans la partie non codante de l'ADN génomique, dont on ignore à l'heure actuelle leur fonction. Mais on sait bien qu'ils ne codent pas pour des protéines et qu'ils ne rentrent pas dans la structuration des gènes qui codent pour des protéines. The recognition of genes is facilitated by identification of specific regions that's called gene signals. Donc, la reconnaissance des gènes maintenant est facilitée par l'identification des régions spécifiques dont on a déjà parlé plus en avant et qui s'appellent les signaux des gènes. Les signaux des gènes. C'est ce qu'on appelle les signaux des gènes. Et signaux des gènes. Donc, signaux des gènes, en fait, ce sont des motifs. Motifs qui donnent des signaux, tout en indiquant la présence d'un gène dans une région quelconque de l'ADN. Donc, ces motifs-là, ou ces patterns en anglais, donc ces patterns ou ces motifs délimitent les gènes de part et d'autre, donc des parts et d'autres, de l'extrémité 5' jusqu'à l'extrémité 3', ou même qui peuvent être à l'intérieur carrément de notre gène. Donc ce sont des motifs qui soit être des parts et d'autres de notre gène, donc caractérisant la région 5' UTR. Donc c'est la région it's the region
called and translated region, donc qui situe donc en français on l'appelle région non traduite 5', ou la région non traduite pas prime. Donc c'est ce qu'on appelle prime étière pour untranslated region pas prime. Donc il y a des motifs qui sont localisés ici ou ici. D'autres qu'on peut les localiser à l'intérieur, tels que par exemple le codon stop ou les codons start. Stop ou start. Donc ce sont également des signaux qui indiquent la présence d'un gène dans un fragment inconnu d'ADN. Donc, par exemple là, parmi les signaux dont on peut utiliser lorsqu'on veut identifier donc la présence d'un gène, c'est la prediction of coding regions. C'est la prédiction des régions codantes, ou ce qu'on a appelé tout à l'heure CDS. Par la suite, il y a des signaux qui se basent sur l'identification of promoter sites. Donc, ils se basent notamment sur, attendez un peu, nettoyer. Donc, ces régions, ou ces motifs plutôt, se basent sur l'identification. Donc, se base sur l'identification des promoteurs, ou le site de promoteurs, notamment dans la région 5' et tiers, parce que c'est donc la localisation logique pour un promoteur. Parce que toutes les régions régulatrices pour le démarrage de transcription se trouvent toujours en amont, c'est-à-dire dans la région, au niveau de la région 5' et tiers de notre gène. Donc, c'est ce qu'on appelle 5' untranslated region. Ou bien il y a des régions où il y a des signaux qui se trouvent, comme je viens de vous dire tout à l'heure, au niveau de la région 3' et tiers, tel que par exemple le site de polyadénylation. Le site de polyadénylation. On sait bien que les ARN les ARN 1, donc les ARN matures, contiennent dans l'arc, donc vers la région 3' et tiers, contenant plusieurs adénines qui viennent successivement l'une après l'autre. C'est ce qu'on appelle la queue poly A. La queue polyadénine. Poly A. Donc, la queue poly A, donc c'est un indicateur, c'est un signal, donc c'est un motif de signal qui code pour la présence ou la fin d'un gène. Donc, c'est pour cela on le retrouve dans la région 3' et tiers. Donc, au niveau du gène, donc la présence de poly A se traduit au niveau du gène par de poly T, parce que ça c'est l'ARN 1. Donc, au niveau du gène, par la région
3' et tiers. Donc vers la région 3' et tiers. Donc on va logiquement retrouver de polyté. Donc la présence de polyté au niveau du gène. Donc mène à dire qu'il y a donc un gène à cette position, à cette localisation. Donc, ça veut dire, ça va être considéré comme un signal de la présence d'un gène. Par la suite, et parmi les signaux d'identification des gènes, à l'intérieur donc d'un fragment inconnu d'ADN, c'est donc la recherche des CDS. C'est la recherche des CDS. Donc la recherche des CDS peut être faite par ce qu'on appelle Open Reading from, dans les ORF, Search. C'est à travers la recherche des différents cadres de lecture ouverts qu'on peut donc déterminer les régions CDS d'un gène ou d'un RN1. Donc, dans cette figure, j'ai détaillé toutes donc, les régions ou les différentes régions donc, qui peuvent être des signaux potentiels pour la présence d'un gène à l'intérieur d'un fragment d'ADN, tel que donc, la région promotrice, la région donc, régulatrice, qui peut être représentée par des promoteurs qui se trouvent normalement vers la région 5' et tiers, vers la région non traduite. Donc la région non traduite, c'est-à-dire une région qui ne va pas subir une traduction par la suite lors de l'étape de la traduction de l'ARN1. Donc c'est une région dont le fonction ou dont le rôle il s'agit de réguler la transcription de notre gène en ARN1. Ensuite, il y a encore ces emplacements-là qui sont à la limite, qui se trouvent à la limite entre les exons et les introns. Vous voyez? Donc, les exons s'intercalent avec les introns, exon puis intron, exon puis intron, exon puis intron, jusqu'à la région 3' et tiers, jusqu'à la région où il y a la polyadénylation qui se traduit en polyté au niveau du gène. Donc, ces régions-là, qui sont à la limite de part et d'autre des exons et des introns, ils peuvent être donc être repérés à l'intérieur d'un gène parce que leurs motifs sont déjà donc connus et déjà archivés dans des bases de données spécifiques qui sont spécifiques donc à la recherche donc des régions des limites
entre exon et intrant à l'intérieur d'un fragment d'ADN. Donc, si par exemple on a un fragment d'ADN inconnu, on peut toutefois aller sur ces bases de données qui sont spécifiques à la recherche de ces limites entre intrant et exon et faire notre alignement avec toute l'archive comportant l'ensemble des motifs des limites possibles entre les exons et intrants qui sont découverts jusqu'à l'heure actuelle. Donc ces bases de données, bien entendu, sont mises à jour occasionnellement. Donc, et là, on peut donc si on note la présence donc, de ces motifs-là, donc on peut être sûr de la présence d'un gène à l'intérieur donc, de notre fragment d'ADN. Parce que la présence de ces motifs ou de ces signaux indiquant la limite entre exon et fragment n'existe qu'à l'intérieur des gènes. Ce qui veut dire que dans ce fragment d'ADN, donc, il y a des exons et il y a des intrants, qui veut dire autrement qu'il y a des gènes à l'intérieur, un gène ou plusieurs à l'intérieur de notre fragment d'ADN en question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a précisé comme signaux de la présence du gène à l'intérieur d'un fragment d'ADN ou à l'intérieur d'un génome? Donc, il y a le motif indiquant la terminaison. Il y a le motif qui indique la terminaison de transcription, de transcription du gène à l'ARN 1, du gène à l'ARN 1. Donc, ce signal représente donc un motif qui est normalement responsable de décrochage de l'ADN, l'ADN polymérase, donc là, lors de l'étape de transcription. On peut se baser sur ce motif pour identifier la présence d'un gène, parce que sa présence indique également la présence du gène à l'intérieur d'un fragment inconnu d'ADN ou à l'intérieur du génome. Parce que il n'existe, donc ce motif-là, cette terminaison, elle n'existe que sauf lorsqu'il existe un gène donc, dans l'ADN. Donc ensuite, vous voyez donc cette figure. Ça, c'est ce qu'on a donc parlé tout à l'heure. Donc la structure du gène qui est constituée à la fois d'un ensemble des exons intercalés par des introns qui sont représentés en noir, donc les introns, voilà. Et donc l'ensemble des introns et des exons à l'intérieur du gène, ça représente normalement toute la région codante ou CDS, ça représente la CDS du gène, CDS du gène. Parce que toutefois, il faut faire la différence entre
les deux types de CDS, hein. Il y a une CDS qui caractérise donc les gènes, comme il y a un autre type de CDS qui caractérise donc l'ARN1. Donc là, les introns, c'est ce qu'on appelle la région non codante. Donc, et pour parler de CDS du gène, donc regardez bien, le CDS du gène, ça représente donc ça représente la totalité des exons. Donc leur après, donc là, c'est notre gène. Donc après l'étape de transcription, on va donc obtenir l'ARN-M, l'ARN-M dit ARN-M non mature. Donc il faut avoir donc une étape de maturation avant de s'engager dans l'étape de addiction des protéines. Ben, ensuite, il va y avoir une étape intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le splicing de l'ARN non mature. Il va conduire à donc à la suppression ou à l'annulation des fragments non codantes. Il va conduire donc normalement à la disparition, à l'enrachement des introns et à l'adhésion des exons l'un avec l'autre. Donc pour obtenir finalement ce qu'on appelle la région codante. C'est l'étape de maturation qui est responsable de la suppression, de l'enrachement des introns et par la suite de l'attachement ou de l'adhésion des exons successifs l'un avec l'autre afin de former finalement ce qu'on appelle la CDS ou Coding DNA Sequence. C'est l'ensemble de régions codantes pour le gène. Donc ce schéma-là explique donc comment peut-on aller du gène, dans l'ensemble du gène, jusqu'à donc l'obtention de la région CDS. Donc ça peut alors d'une sorte mettre la différence entre le gène complet et la région CDS d'un gène. La région CDS d'un gène. Donc, comme vous voyez, la région CDS d'un gène, elle est donc logiquement, elle a une taille beaucoup moins importante que le gène entier. Alors, ça c'est donc cette figure illustre la structure de RNA c'est la RNM, la forme mature, bien entendu, qui est prêt à être traduit en protéine. C'est la forme qui donne directement la protéine. Alors, de quoi il est composé
cette forme en matière d'ARN1. Donc tout d'abord, on peut distinguer deux régions également, comme c'est le cas pour le gène. Une région 5', c'est la région non traduite qui ne va pas subir la traduction. Il y a dans le début du gène, dans le début plutôt de l'ARN mature, comme il y a également une région non traduite qui est 3' et tiers dans la fin de notre ARN1. Donc, il y a une région de protection dont le rôle spécial, c'est la protection de notre ARN1 contre les nucléases, contre la dégradation par les nucléases, afin que ces nucléases, donc afin de contourner donc l'effet des nucléases, donc une sorte de protection, jusqu'à ce que l'ARN1 finit donc son rôle à l'intérieur de la cellule, et à ce moment-là, il peut être reconnu par les nucléases et être dégradé. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une sorte de protection. Ensuite, il y a les régions 5' et tiers qui contient notamment le motif de reconnaissance de petites sous-unités ribosomales. Donc la petite sous-unité ribosomale, elle peut reconnaître un motif qui se trouve normalement dans la région 5' et tiers, et à partir de ce motif et au-delà, elle va faire un scan. Cette petite sous-unité ribosomale, jusqu'à retrouver donc le codon STAR et A et G qui code pour de la méthionine. La méthionine est donc le premier acide aminé traduit dans les protéines. Donc par la suite, au niveau du codon STAR, donc le codon STAR ainsi, elle peut être considérée comme signal de la présence d'un gène également. Donc, il va y avoir un recrutement de la grande sous-unité des ribosomes, et ainsi on va commencer à traduire et à obtenir notre chaîne polypeptidique. Après le codon STAR, donc entre le codon STAR, la région qui est incluse entre le codon STAR AG et le codon STOP, l'un des trois codons dont nous avons déjà vu. Donc cette région s'appelle Coding Sequence ou CDS pour l'RNA. Pour l'ARN 1. Au-delà, donc, se trouve donc la région 3' et tiers contenant notamment la queue polyadénée, plusieurs A et TIC7. Donc celle-ci, c'est la structure d'un ARN1 mature dont ils mettent en évidence particulièrement donc, la région codon CDS et les différents signaux dont on peut utiliser afin de identifier la présence d'un gène à l'intérieur d'un fragment inconnu d'ADN
ou même à l'intérieur d'un génome complet pour repérer les différentes positions ou emplacements des gènes, donc au sein d'un génome. Donc, gene encoding proteins have recognizable characteristics. Donc, c'est ça. Donc, là, on parle des... c'est que les gènes qui codent pour les protéines, ils ont des caractéristiques communes et reconnaissables. Donc, ces caractéristiques se résument dans les points dont on a déjà parlé, sont notamment la présence des signaux des gènes, des signaux indiquant les gènes. Donc, dans la nature, sont des motifs qui caractérisent donc la présence des gènes, parce que ces motifs-là, ils n'existent et sauf si les gènes donc existent également. Donc, parmi les caractéristiques communes entre les gènes, il y a ce qu'on appelle l'ORF. C'est ce qu'on a appelé Operating Frames. C'est ce qu'on appelle autrement en français les cadres de lecture ouverts. Les cadres de lecture ouverts. Donc, ensuite, Initiation and Termination Motifs. Et sont notamment les codons d'initiation, les codons, les motifs d'initiation de la transcription, et puis le motif de terminaison des sites de terminaison de transcription. Et par la suite, il va y avoir encore le site de démarrage, donc le start codon pour donc l'ARN immature, comme il y a le stop codon, donc le codon ou les triplés de terminaison ou stop dans l'ARN mature. Donc, tous ceux-ci sont considérés comme des caractéristiques communes entre les différentes gènes. Donc, of translation and of transcription also. Donc, qui existe au niveau des régions. Il y a également la boîte data, qu'on appelle data box, qui indique donc normalement la fin d'un gène, fin du gène. Donc, elle est également considérée en tant que caractéristique commune entre les gènes qui codent pour des protéines. Également, il y a donc les motifs dont on a parlé, donc qui existent à la limite entre les introns et les exons. Sont eux aussi considérés en tant que caractéristiques communes du gène. Encore, là, donc, on va parler des ORF. Qu'est-ce que veut dire les ORF, ou ce qu'on a appelé cadre, pensée cadre de lecture ouverte, cadre de lecture ouverte. Donc, regardez bien dans ce schéma explicatif. Donc, là, on est à faire donc un fragment nucléique. Plus particulièrement, il s'agit d'un fragment d'ARN 1. Parce que là, vous voyez la présence de l'uracée qui caractérise donc l'ARN 1 et pas
de la diène. Placement, on peut retrouver donc le T, le T-min, si on parle d'un fragment d'ADN. Alors, donc, considérons ce fragment d'ARN. Commence par l'adénine. Finissant par donc, le guanide. Donc, on sait bien que lors de la traduction, les ribosomes, ils vont lire notre ARN1 par triplé. Donc, la lecture se fait par 3 nucléotides. En commençant par le codon d'initiation, le codon de démarrage, AUG, jusqu'on retrouve un codon stop, un codon dit fin de signal. Donc, regardez bien, ce fragment peut être donc arraché d'un ensemble d'ARN1. En avant, il va y avoir le A et G, bien entendu, afin que la traduction en protéine démarre. Donc, on va continuer notre traduction jusqu'à donc ce fragment apparent devant nous de l'ARN1. Donc, là, on va continuer par à lire l'ARN1 et à le traduire en protéine par triplé. C'est-à-dire que chaque 3 nucléotides donc, vont être traduits vont être lits et traduits en acides aminés bien déterminés. Alors, la lecture se fait par triplé jusqu'à la fin de l'ARN1. Donc, ceci ça s'appelle la première, en fait, la première cadre de lecture. Cadre de lecture. Ensuite, et dans le deuxième exemple, nous, on ignore complètement la localisation de A et G. Par exemple, là, avec la A et G, on commence à lire triplé par triplé, triplé par triplé, triplé par triplé. Donc, et par coïncidence, l'adénosine, dont il représente la première nucléotide apparente dans notre fragment arraché de l'ARN1, donc elle vient être liée avec le triplet précédent, dans 2 nucléotides qui sont cachés. Donc par la suite, et logiquement, la lecture va être continuée de cette façon. Donc après le A, qui a normalement formé un triplet avec les 2 nucléotides précédentes, donc on va continuer à lire par triplet, et cette fois-ci, donc on va avoir un nouveau triplet qui n'existe pas auparavant, donc qui est G et C, qui donne de la valine. Or, le premier triplet, dans la première cadre de lecture, ça représentait A, G, U. Et d'ailleurs, ils ont comme acide aminé traduit de la sérine et de la valine. Donc, ce sont 2 acides aminés différents, indiquant la différence entre les 2 triplets.
Si on continue encore, donc il va y avoir une génération et une production d'un autre triplet qui n'existait pas auparavant. Donc c'est un triplet qui code pour la lucide. UUA. Donc ici nous avons CUU. Encore, donc il va y avoir une continuation de la lecture, donc en utilisant des triplets tout à fait différents. Donc il y a une différence de lecture entre cette façon de lire et celle-là. Donc celle-ci s'appelle, là on peut continuer toujours si on a la troisième nucléotide, donc on peut continuer jusqu'on retrouve donc un codon stop pour arrêter notre traduction. Ben, pour nous, donc on fait justement la lecture dans la partie disponible à nous. Ben, celle-ci, donc celle-ci, ou cette façon représente la deuxième cadre de lecture possible. La deuxième cadre de lecture. Ou ce qu'on appelle deuxième Open Reading Frame. Deuxième wave. Second wave. Encore, si par exemple l'AEG, le codon d'initiation, donc qui est logiquement en amont, dont on a utilisé afin de commencer notre traduction, donc par triplet, va être lu. Et par la suite, il y avait donc des lectures en triplet jusqu'à atteindre donc une nucléotide qui va former par exemple un triplet avec les deux nucléotides dont on voit l'AEG. Donc l'AEG vont être rassemblés avec la nucléotide précédente afin de construire un triplet et être traduit au bon acide aminé. Ensuite, donc la lecture va être continuée normalement par triplet et cette fois-ci, on aura donc une protéine qui est différente de la première et même de la deuxième donc cas, deuxième cas. Donc vous voyez, il y a de la valine ici, on commence par la sérine. Par la suite et vers la fin, on a de la cystine et là on a de la valine. Ici, on a de la sérine, on commence avec et on finit avec. Vous voyez, donc nous avons donc obtenu plusieurs, donc 3 différentes protéines, tout en lisant notre fragment d'ARN1 tout en lisant différemment notre ARN1. Donc, regardez bien. Alors, si on retourne un peu à l'arrière, on retourne un peu en arrière pour que je vous précise donc une chose qui est très importante. Je prends un stylo. Regardez bien, ici nous avons commencé à lire notre ARN1 par triplet et en commençant avec le premier ou la première nucléotide. Dans la deuxième façon de lire notre ARN1, notre fragment d'ARN1, nous avons également cette fois-ci commencé avec la deuxième
nucléotide, la nucléotide numéro 2. Donc, ensuite, et dans le troisième cas, nous avons commencé à lire donc, le nucléotide, notre fragment d'ADN avec la nucléotide numéro 3. Donc, ainsi, nous avons produit trois façons de lire notre fragment d'ADN, toutes en déplaçant avec une nucléotide. La première nucléotide, par la suite, la lecture s'est faite avec la deuxième, ensuite, la lecture s'est faite avec la troisième. Si on continue, par exemple, donc, à déplacer avec une nucléotide pour commencer à lire notre fragment d'ARN1. Et cette fois-ci, par exemple, si on va commencer avec 1, 2, 3, 4, la quatrième nucléotide. Soi-disant, là, on cherche d'aller lire notre fragment d'ARN1 en utilisant une quatrième façon, une quatrième manière. Donc, regardez bien, si on lit à partir de ceci, de cette nucléotide, la nucléotide numéro 4, donc on va avoir ce triplé-là, on va continuer à avoir donc les mêmes triplés dont on a déjà obtenu en utilisant la première méthode, la première façon. Donc, et là, si on va avec cette méthode de lecture, donc automatiquement, on va retourner à refaire la première méthode de lecture, la première cadre de lecture. Ici, par exemple, on va commencer par la cinquième nucléotide, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va régénérer donc les mêmes triplés et également les mêmes acides aminés dans notre protéine, tout comme nous avons fait avec donc la deuxième méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que nous avons retourné à refaire donc la même méthode que la deuxième. Ici, on décale cette fois-ci avec 6 nucléotides. Donc, on commence à lire avec la 6e nucléotide, c'est-à-dire celle-là. Donc, là, on va lire avec donc, ces triplés-là. Et ainsi, la 6e et la 3e méthode de lecture sont tout à fait les mêmes. Parce qu'ils vont avoir les mêmes triplés et également ils vont avoir les mêmes acides aminés, donc les mêmes protéines. Alors, si on continue encore davantage à avancer ou à décaler la lecture et toujours avec une seule nucléotide, donc on va à chaque fois retourner et régénérer les 3 premières méthodes dont on a commencé avec. Donc, ce qui veut dire que là, avec l'ARN1, il n'existe que 3 méthodes de lecture. En fait, 3 méthodes de lire cet fragment d'ADN. Donc, il n'existe que la première méthode, la deuxième méthode et la troisième méthode, dont on appelle chacune première cadre de lecture ouverte, deuxième cadre de lecture ouverte et troisième cadre de lecture ouverte. Autrement, on peut les appeler donc first open reading frame, second open reading frame and third open reading frame. Alors, si on change cette fois-ci
Et on va avec de l'ADN. Est-ce que vous voyez DNA? Et donc, parce que là, vous voyez, il y a de T. Il n'y a pas de I. Il n'y a pas de I. Il y a de T. Ce qui veut dire que ceci, et normalement, c'est un fragment d'ADN. Donc, regardez bien. Là, on va faire de même qu'avec l'ARN1. Donc, donc, on va déterminer les 3 différents cadres de lecture ouverte. En commençant tout d'abord avec la première nucléotide. Donc, pour assembler 3 à 3, la totalité de notre fragment d'ADN, donc c'est par Tremblay qu'on va lire tout comme il fait le ribosome à l'intérieur de la cellule vivante. Donc, ça c'est normalement le premier Tremblay. Donc, c'est, comme vous voyez, T, G, T, T, ensuite C, A, T, C, T. Donc, jusqu'à la fin de notre ADN. Donc, celle-ci s'appelle la première cadre de lecture ouvert, Open Reading Frame. It's our first Open Reading Frame. The next case, l'autre cadre de lecture, c'est lorsqu'on décale avec une nucléotide. On va décaler avec une nucléotide. Et cette fois-ci, on va commencer avec le deuxième nucléotide, donc c'est-à-dire G. Et on commence à donc à lire par 3 nucléotides, donc à lire par Tremblay. Le premier codon, donc ça va être GTC. Ensuite, ATA. Donc c'est ATA. GTA. Et tout GGA. Jusqu'à, bien entendu, la fin de notre fragment d'ADN. Et donc, dans le premier cas, donc, on va avoir donc une séquence protéique quelconque qui diffère de celle-là. Donc, protein 1 and protein 2. Protein 2. Alors, la troisième maintenant. La troisième cadre de lecture ouverte, ça va être tout en, cette fois-ci, désolé, ça va être tout en décalant avec 2 nucléotides. Pour commencer cette fois-ci avec la nucléotide, donc 1, 2, on commence avec la nucléotide T pour former nos Tremblay. Donc le premier Tremblay, c'est TCA, ensuite TAG, ensuite GAT, jusqu'à la fin. Donc, c'est 7 cadres de lecture. Donc, TCA, donc TCA, TAG, GAT, et ainsi jusqu'à la fin de notre lecture. Donc, c'est la troisième cadre de lecture. Donc, Open Reading. Voilà. Donc, c'est le cadre de lecture ouvert numéro 2. Ceci, c'est Open Reading Frame pour cadre de lecture ouvert numéro 3.
Mhm. Ensuite, là, vous voyez, il y a trois autres méthodes dans ce cas avec la diane. Mais comment peut-on l'obtenir? Bon, regardez bien. Là, notre ADN, donc, comme vous savez, donc l'ADN est double brin. L'ADN est double brin. Il y a un brin dit 5', 3'. L'autre brin, c'est 5', 3'. C'est l'autre brin, donc c'est antiparallèle, ce qui veut dire qu'il est parallèle avec le premier, complémentaire avec lui, mais il est inversement, donc, il est inversement, euh, euh, il est inversement en parallèle avec le premier. C'est-à-dire, on a des directions opposées, l'une avec l'autre. Le premier brin, donc, s'aligne inversement avec le second brin. Donc, regardez bien. Dans la bioinformatique, si on cherche, par exemple, à retrouver un gène dans un fragment d'ADN, qui est, par exemple, comme celle-ci, 5', 3', donc, il peut, soi-disant, que ce fragment ne représente pas tout à fait le brin dont on a transcrit pour obtenir par la suite l'ARN 1. Ensuite, la protéine. Bon, il se peut que le brin dont on a utilisé, dont il s'est servi comme brin, donc dont on a transcrit pour obtenir notre ARN1, c'est le brin complémentaire. Peut y arriver. Donc ceci peut y arriver. Et donc, pour être sûr et certain, donc il faut faire une recherche de cadre de lecture dans les deux brins. Donc je répète encore une fois, dans l'ADN, il y a donc deux brins, donc l'ADN est constitué par deux brins, ce qui est inversement le cas de l'ARN1, il est constitué d'un brin unique. Et donc là, lors de la transcription du gène, donc le gène qui est constitué par deux brins, il peut, donc le brin codon de pour notre protéine, pour notre ARN1, il peut être ceci, donc, ou celui-là. Il peut être soit le brin codon, soit le brin complémentaire. Et ainsi, donc, nous sommes dans une situation où on est obligé donc de faire notre recherche d'ORF dans les deux brins d'ADN. Et donc, si par exemple, on a ce brin-là, commençons par T jusqu'à A, donc notez 5', 3', et la lecture se fait dans ce sens, dans le sens 5', 3', pour avoir, ok, la traduction se fait dans le sens 5', 3'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, le brin qui est responsable de la traduction, il peut
de C, ou bien son complémentaire qui est 5' fois T. Le brin complémentaire, il peut être la cible de la transcription et puis de la traduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va reconstituer un brin complémentaire à ce brin-là, tout en inversant, bien entendu, le sens de lecture, parce que les deux brins sont antiparallèles, si on retrouve ici 3', c'est-à-dire que là, en face, il y a l'extrémité 5'. Et la traduction va se faire dans ce sens. Par contre, dans le premier, la traduction se fait dans ce sens. Donc, la traduction est toujours de 5 vers 3. Ici, donc, la traduction va se faire dans le sens inversé parce qu'on a inversé les deux extrémités pour avoir un brin complémentaire. Alors, ici, avec le A, donc en face de A, il va y avoir un T. En face de A, il va y avoir un T. Ensuite, en face de G, il va y avoir un C. En face de C, il va y avoir un G plutôt. Ici, il va y avoir, donc en face de T, il va y avoir un A. Encore ici, il va y avoir un T. En face de C, il va y avoir un G. Donc, c'est une complémentation. Donc, chaque nucléotide, devant chaque nucléotide, on va mettre la nucléotide complémentaire. G, donc c'est C, C, c'est G, et ainsi de suite jusqu'à la dernière nucléotide qui est là. Par exemple, on va prendre en considération les trois dernières nucléotides. Donc A en face de T et C en face de G. Et là, encore A en face de T. Donc, regardez bien. Donc la quatrième méthode de lecture. Donc, on a comme premier tréblé T, T, C. Ce sont ce T et ce T et ce C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire notre lecture va de l'extrémité 5' jusqu'à l'extrémité 3'. Donc, on va ainsi regrouper les nucléotides 3 plutôt par 3, pour avoir donc la quatrième cadre de lecture. Donc, ainsi, la quatrième ORF représente la première ORF pour brin complémentaire. Pour le brin complémentaire. Ensuite, on va décaler. Avec une nucléotide. On va commencer notre lecture. Dans la cinquième méthode, on va laisser une nucléotide derrière nous. On va décaler avec une nucléotide. Et on va commencer avec la deuxième nucléotide pour reformer des tréblés jusqu'à la fin de notre brin complémentaire. Donc, il va y avoir alors TCG, ensuite ATG, ensuite CGA, et jusqu'à la fin, bien entendu, pour avoir une cinquième ORF qui représente normalement le deuxième cadre de lecture, brin complémentaire. C'est deux ORF, brin complémentaire. Ici, c'est premier ORF, brin codant. Par la suite, les trois autres, ce sont les première, deuxième et troisième ORF brin complémentaire. Et ainsi de suite. Et si on décale avec un troisième nucléotide,
avec une troisième nucléotide, on va obtenir ainsi le troisième cadre de lecture ouvert brun complémentaire, c'est-à-dire la sixième méthode possible pour obtenir un sixième maintenant ORF. Donc, au total, on peut compter 6 ORF possibles, 6 ORF possibles pour un fragment d'ADN et 3 ORF possibles plutôt pour un RNA. Donc, considérons que dans la bioinformatique, on n'a pas de l'uracile. L'uracile n'existe pas. Cette nucléotide, donc on ne le retrouve pas dans la bioinformatique. Donc, par contre, l'uracile, on parle de l'uracile dans la génétique et dans la biologie moléculaire. Donc, dans la génétique et la biologie moléculaire, on parle le plus souvent sur la présence de 3 cadres de lecture ouverte. Mais ici, en bioinformatique, donc, on ne parle plus de 3 cadres de lecture ouverts, mais de 6 cadres de lecture ouverte. Est-ce que on n'a que de T à la place de U dans la bioinformatique? Donc, cette on dirais-je, figure donc illustre le brin donc codon et le brin complémentaire 3', 5', 5', 3', 5', 3' anti-sens. Donc vous voyez comment peut-on faire les différents cadres de lecture ouverts. Donc regardez bien, par exemple ici, on va commencer dans le brin codon avec la première cadre de lecture, donc qui va donner une première protéine, triplé par triplé, obtenir à chaque fois un acide aminé. Donc ici c'est gap parce que c'est un codon stop qui n'a pas de correspondance en acide aminé, et ainsi de suite. Encore un deuxième cadre de lecture tout en décalant avec une nucléotide plutôt pour obtenir cette deuxième protéine, première protéine et troisième protéine. Donc, ainsi, les 3 façons à lire le brin codon s'appelle cadre de lecture ORF 1, ORF 2 et ORF 3. On peut donc reconstituer maintenant. On peut reconstituer donc le brin complémentaire et ainsi on peut donc démarrer la lecture dans le sens 5', 3' avec la quatrième donc ORF 3 et par la suite on décale avec une nucléotide pour faire la lecture plutôt ici c'est quatrième ORF parce que le troisième est ici, donc 4. Par la suite une deuxième voilà une deuxième cadre de lecture ouverte pour le brin complémentaire, ce qui veut dire que c'est la 5e ORF au total. Et par la suite, on décale avec 2 nucléotides pour avoir donc la 6e cadre de lecture ouvert.